Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Franck Lilin. Alors Fanny Capel, vous avez tenu à faire ce retour sur Renard. Qu'est-ce que ça vous a appris ? On a tous au fond de soi un petit renard qu'on a rencontré souvent au collège, et puis on en a gardé un souvenir en fait très édulcoré par rapport au vrai Goupil, qui est donc issu de cette série de récits du Moyen-Âge, des récits qu'on appelle des branches, parce qu'ils se développent autour d'un tronc commun d'histoire. Et ce que j'ai appris du vrai renard originel, c'est qu'il est beaucoup plus noir, beaucoup plus diabolique que celui qu'on connaît, ne serait-ce que par ce qu'en a fait Walt Disney, par exemple, dans sa version de Robin des Bois, qui est un avatar de renard. Et surtout, dans ce roman de renard, on représente de manière saisissante, je trouve, ce qui fait le tissu de la vie en ces temps un peu difficiles et chaotiques. La fortune y est imprévisible, tour à tour impitoyable à chacun. C'est la violence qui régit les relations entre les hommes et les hommes et leur milieu. Et puis, finalement, c'est la dure nécessité qui mène le monde. Il y a un proverbe qui revient souvent dans le roman de Renard: « Le besoin fait trotter même les vieilles ». Écoutez, je vous propose de retrouver ce Goupil avec son sourire de Joconde carnassière. Or, dirait, ne vous vole plus terre une branche et un seul gabette de celui qui t'ancête d'abête. C'est de renard, bien le savez, et bien oui dire l'avesse. De renard n'a nul once adresse. Renard fait tout le monde pestre. Renard attrait, renard accole. Molte renard de malescole. On commence avec un début très traditionnel dans le roman de Renard. Renard, poussé par la faim, va piller le poulailler d'une abbaye. Sylvie Lefebvre. Une fois le ventre rempli, il est attaqué par la soif et il trouve un puits au milieu de la cour de l'abbaye. Il se penche sur la margelle et là, aux surprises, au lieu de découvrir, comme dans les fables, le reflet de la lune et d'imaginer qu'il y a un fromage au fond du puits, il voit son propre reflet. Et il y a là quelque chose d'intéressant parce qu'il ne s'y reconnaît pas, mais il pense voir là, au fond du puits, sa femme, Hermeline. Et il s'en étonne. Et il décide de descendre dans le puits pour voir ce qu'il en est. Une fois arrivé en bas, évidemment, il comprend qu'il a été déçu par son propre reflet et il se trouve coincé. Heureusement, Isengrin arrive à son tour dans l'abbaye. Avec moins de chance que lui, il ne mangera pas de poule, mais il se dirige lui aussi vers le puits. Et là, il est à son tour trompé par le reflet, mais il voit non seulement Renard, son pire ennemi, mais dans son propre reflet, il croit reconnaître Hersan, sa femme, qui a certes été violée autrefois, mais qui surtout après l'a beaucoup trompé avec Renard. Et alors que Renard s'était adressé à sa propre épouse Hermeline en précisant bien qu'il l'aimait d'amour fine, c'est-à-dire d'un pur amour, d'un amour parfait, d'un amour tout ce qu'il y a de courtois, Isengrin va apostropher la sienne en l'appelant évidemment putain. Et il va descendre à son tour dans le puits. Mais il n'y descend pas comme ça, sur un simple élan. Il va falloir que Renard le persuade qu'en bas dans le puits, en fait, il ne se trouve que lui, évidemment, et personne d'autre, mais qu'au fond du puits, il y a un paradis qui est une sorte de pays de cocagne pour un loup surtout affamé, et il va lui dire qu'il faut d'abord qu'il se confesse, etc., et qu'ensuite peut-être il pourra descendre dans un des deux seaux qui servent à faire monter et descendre l'autre seau. Ça fonctionne comme un système de balance en quelque sorte, et de fait, donc, Isengrin va se mettre dans le second seau,
alors que Renard est dans le premier, au fond du puits, et comme bien sûr Isengrin est un animal plus gros, plus lourd que Renard, Renard va remonter et va lui dire au moment où ils se croisent dans le puits que évidemment il l'a trompé parce que le paradis n'est pas au fond, comme ce Benet d'Isengrin l'a cru, mais en haut. Et donc il y a dans cette branche vraiment beaucoup de ce qu'on retrouve ailleurs, narrativement tout à fait différemment dans le roman de Renard, c'est-à-dire ce jeu de la ruse et de la contre-ruse, des inversions de valeurs et d'une roue de fortune qui ne cesse de tourner pour les uns, pour les autres, mais aussi pour Renard, qui n'est pas toujours le trompeur, à qui il arrive d'être trompé ou de se tromper, comme on le voit au début de cette branche. De lui, n'a nul coréès, ointe. Déjà, tant ne sera cesse à cointe. Moltest, sagesse et voisus. Renard, et si n'est pas noisus. Mais en cet monde, n'a ni sage qui bien ne fasse aucun folage. L'histoire de Renard, primitivement, c'est toujours un conte simple qui raconte un bon tour joué par Renard à un personnage, et évidemment, l'adversaire de prédilection est Isengrin. Gabriel Bianciotto. Mais à un certain moment se constitue un noyau autour de l'histoire du viol d'Ersan, ou plus exactement de la séduction de Renard par Ersan lorsque Renard va trouver la louve par accident dans sa tanière et qu'elle va l'inviter à se divertir avec lui. Donc, elle est plus que consentante à ce moment-là. Et puis elle va se faire violer cette fois lorsque, à la poursuite de Renard avec Isengrin, elle va se trouver coincée dans l'entrée de la tanière. À partir de là, donc, naît la plainte d'Isengrin qui est de multiples fois répétée auprès du roi noble, puisqu'Isengrin demande vengeance de ce viol d'Ersan. Et à partir de là, les branches vont s'organiser plus ou moins, ou tout au moins les principales, autour de cette histoire du viol, du procès de Renard, des châtiments de Renard, auxquels Renard échappe toutes les fois parce qu'il a toujours un bon prétexte, où il trouve au dernier moment une ruse pour échapper à la pendaison, à l'écartèlement. Le personnage de Renard est insaisissable en raison même de la ruse qu'il déploie, c'est-à-dire qu'à force d'être rusé, on tient tous les discours dans un seul but en général, qui est récurrent pour Renard, c'est sauver sa peau. Sauver sa peau et si possible, au détriment des autres. Il est insaisissable parce que d'une branche à une autre, en fait, il y a ce que Jean Richner avait appelé le style de la sympathie, qui est plus ou moins marqué dans un texte ou dans un autre, mais les narrateurs, en général, s'amusent avec Renard des méfaits qu'il commet. Alors, de temps en temps, ils prennent au contraire fait et cause pour les victimes, mais c'est relativement rare. Donc, ce qui prime d'une certaine manière, c'est de prendre du plaisir à voir les victimes plongées dans la honte, être écharpées par les uns ou par les autres. Donc, on a une image de Renard qui est souvent, de fait, sympathique. Et puis, plus ça va aller, plus on va, en quelque sorte, moraliser ce type d'aventure, et plus on va voir en Renard uniquement la méchanceté et le cynisme. Tous les renards sont roux, même si certains renards charbonniers seraient plutôt vers le marron ou un roux qui est sale. Roger Bellon. Mais à partir de là, évidemment, le Moyen-Âge, pour lequel la couleur roux, c'était la couleur de la fausseté, de la déloyauté, puisque depuis le haut Moyen-Âge, on a refait de Judas le premier des rouquins.
Et bien entendu, Renard le Roux, c'était un passage facile entre le goupil à la pelisse rousse et le trompeur, le roux puant, etc. Alors le roman de Renard est à la fois un faux roman et un vrai roman. Un vrai roman parce que, comme les œuvres qui ont été désignées de ce terme, en particulier les romans de Chrétien de Troyes au XIIe siècle, il est écrit en langue romane. Et le roman, c'est d'abord une translation, une traduction, une transposition du latin, le plus généralement, vers la langue romane qu'est l'ancien français. Et puis, peu à peu, tout de même, le roman de Renard, qui est constitué donc de petits éléments, de contes animaliers différents, l'ensemble a été qualifié du nom de roman. Et c'est ce qu'on voit dans les explicites des manuscrits. Si finit le roman de Renard, ou dans les incipites, si commence le roman de Renard. Il me faut maintenant vous raconter quelque chose dont je peux tous vous faire rire, car je sais bien, c'est la pure vérité, que vous n'avez cure d'entendre un sermon ou la vie d'un saint. De cela, vous n'avez aucune envie, mais plutôt de quelque chose qui puisse vous faire plaisir. Eh bien, que chacun prenne garde de se taire, car j'ai l'intention de vous dire une belle histoire, et j'y suis tout à fait prêt. Que Dieu me guide. Si vous voulez bien me prêter l'oreille, vous pourriez apprendre quelque chose qu'il ferait bon retenir. Certes, on me tient d'habitude pour fou, mais j'ai entendu dire à l'école, d'un fol peut venir une sage parole. Inutile de faire un long prologue. Je vais donc vous raconter, et ne pas vous taire plus longtemps, une branche et un mauvais tour, un seul, de celui qui sait tant de ruses. Il s'agit de Renard, vous le savez bien. Renard n'indique à personne le chemin le plus court. Renard met tout le monde en détresse. Renard séduit, Renard cajole. Et c'est une fort mauvaise école que celle de Renard. Avec lui, on ne s'en tire pas avec les brennettes, jamais. On ne sera assez son ami pour cela. Il est par-dessus tout habile et rusé, Renard. Et pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui cherche des histoires. Mais en ce bas monde, il n'y a personne d'assez sage pour ne pas commettre un jour de folie. Qui est l'auteur du roman de Renard ou les auteurs? Les auteurs sont multiples et sont, pour la plupart, restés tout à fait anonymes. On a juste quelques noms qui apparaissent ou qui transparaissent, comme celui du prêtre de la Croix-en-Brie, dont on ne sait évidemment rien, ou bien le fameux Perrault, qui pourrait être le même que le Pierre de Saint-Cloud qui apparaît ailleurs, mais dont on ne sait rien, sinon qu'il devient le premier auteur, le fondateur de la tradition, mais d'une tradition qui est aussitôt remise en question, puisque l'auteur anonyme, lui, du jugement de Renard, dit que Perrault a commis une erreur en ne racontant pas un certain nombre des éléments les plus intéressants de la guerre entre Renard et Isengrin. Il y a vraiment, on a l'impression, un souci de la part des divers auteurs, des diverses branches, justement, de faire œuvre cohérente presque, puisqu'il y a un jeu d'écho, de récapitulation, d'épisodes déjà connus dans les branches. Oui, il y a incontestablement une volonté de récapitulation. Mais tantôt c'est pour dire « je vais en parler mieux que mes prédécesseurs », c'est le début de la branche 2, Pierre Perrault, Pierre de Saint-Cloud, qui a parlé de Renard, n'a pas dit la chose la plus intéressante, c'est-à-dire le procès de Renard, ou bien alors c'est pour montrer que l'on connaît l'histoire de Renard et qu'on va y ajouter quelque chose. Et à ce moment-là, eh bien, on va broder et au plus on avance dans le temps, il faut bien le dire, au plus les branches de Renard se chargent d'épisodes adventistes, de créations un peu aberrantes, exubérantes autour du thème de Renard. Il y a des épisodes dont on se demande pourquoi ils viennent là. Ils sont là simplement pour divertir le public. Et puis, on continue à parler de Renard en lui ajoutant des qualités supplémentaires, des crimes supplémentaires, jusqu'au moment où on va l'enterrer. Et on essaie de l'enterrer plusieurs fois. La chose s'est constituée un peu à la façon des chansons de geste. C'est-à-dire que la première chanson de geste est celle qui compte un épisode central de la légende. Par exemple, pour Guillaume
Fierbras, la légende de Guillaume d'Orange, et puis les écrivains qui viennent à la suite vont inventer une naissance, une mort, un moniage, de telle sorte que l'on va constituer une geste entière autour d'un personnage, mais les épisodes de la naissance et de la mort sont très probablement, dans tous les cas, ceux qui viennent les derniers. Pour Renard, il en va de même. Donc, l'auteur des Enfances Renard, de la naissance de Renard, va inventer une espèce de création du monde à sa manière, où Adam et Ève, chassés du paradis terrestre, sont malgré tout rachetés par Dieu, qu'il donne à Adam une baguette magique, et Adam va faire naître les animaux, et en même temps, il va les nommer, donc il va usurper une partie de la fonction divine dans ce cas. Si vous aviez vu alors Maître Isengrin, et le mouton Messire Bélin, et Brun l'ours, et Tibère le chat, et Monseigneur Pelé le rat, et Chanteclair, et Dame Peinte avec les 4 volailles qui l'avaient accompagnée à la cour, et Messire Ferrand le roncin, et Maître Roinel le matin, et Messire Blanchard le chevreau, et Tisselin le jeune corbeau. Foibert le grillon les suit avec Petit Porchasse le furet. Et derrière Belin va Beaussant le sanglier à la dent acérée. Bruyant le taureau s'est calé dans ses étriers, et Brichemer s'est élancé. Le limaçon porte l'enseigne et leur fait traverser toute la plaine. L'onomastique de Renard, à mon avis, si on prend les 3 fils de Renard qui ont chacun un nom, on y voit un peu les 3 façons de les nommer, en dehors de, évidemment, Renard et Zangrin, qui nous sont venus de noms propres germaniques par l'intermédiaire du latin, Reinardus, Sigran, Zangrimus. Mais les 3 fils de Renard s'appellent Perceuet, Malebranche, et le dernier, on hésite entre Roussel et Renardeau. Le petit dernier, le petit cadet, bon, c'est le petit renard ou le petit roux. Donc, si on commence par celui-ci, il y a des noms qui sont transparents parce qu'ils font appel à une caractéristique de la physionomie animale. En ce qui concerne Perceuet, là pour nous c'est un peu obscur, mais pour les gens du Moyen-Âge, Perceuet c'était évidemment le cousin de Perceval. Le dernier des 3, ou l'aîné, le 3e s'appelle Malebranche. Alors là, Malebranche, c'est un écho de Maupertuis ou Malpertuis. Et quand on pense en plus que le château du cousin Grimbert le Blaireau s'appelle à un moment donné Maubuisson. Donc on a là 3 fois ce préfixe mal qui dans les chansons de gestes était spécialisé pour les païens. Beaucoup de noms propres païens, il y avait mal, c'est-à-dire le maudit, le méchant, le pervers, etc. Donc on a là en somme, Malebranche, c'est une dénomination parodie épique. Perceval, ça renvoie au roman arthurien. Et Roussel, ça nous renvoie à une des caractéristiques essentielles de l'onomastique renardienne, c'est-à-dire un prénom qui est transparent. Alors on a Chanteclair, bien entendu, pour le coq, Brun pour l'ours. On a noble et fier pour le couple des lions. Et puis il y a une dernière catégorie, ou le dernier procédé pour nommer les animaux, c'est le lièvre par exemple qui est appelé couard, peureux comme un lièvre, ou le limaçon qui est appelé tardif, celui qui arrive toujours le dernier. Renard, regardant derrière lui, voit approcher les armées du roi avec l'enseigne qui flotte au vent et Tardif qui les mène au combat. Il ne sait plus trop que faire. Il fait un bond de côté et emprunte un chemin de traverse. Toute la troupe le suit de près, ce qui ne le rassure guère. Il lui lance des menaces et font serment que ni palissade, ni muraille, ni fossé, ni fortification ne l'empêcheront d'être pris, tué ou fait prisonnier, puis écorché vif et pendu. Renard voit bien qu'il ne peut plus résister, qu'il lui est impossible de fuir et de disparaître. Sa bouche est couverte d'écume, et les autres le déplument et lui étrillent si bien sa pelisse que des touffes volent en l'air. Et une fois qu'ils l'ont encerclé, il serait bien extraordinaire qu'il s'échappe. Et pourtant, il a réussi à se réfugier à Maupertuis. Son solide château fort, son puissant donjon, sa forteresse et sa demeure, où il ne redoute ni armée ni assaut. Maintenant qu'il est dans son essart, il ne craint plus les menaces. Si on ne veut l'aimer, qu'on le haïsse.
on se retrouve avec Renard face à des animaux qui parlent. Et peut-être c'est précisément avec le héros qui est devenu le héros éponyme que cette dévolution du langage aux animaux prend véritablement tout son sens. Parce que les autres parlent, mais si j'ose dire, ils parlent comme vous et moi, sans penser forcément à mal, et sans monter des ruses extrêmement compliquées qui mettent en jeu l'art du langage qui est propre à Renard, mais aussi son art, pour le dire vite, de la psychologie de ceux à qui il s'adresse. Et dans La branche du puits, on le voit bien, qui fait une description absolument, non pas idyllique, mais gastronomique en quelque sorte, du paradis qui attend Isengrin s'il descend un jour au fond du puits. Donc c'est vraiment une adresse, on a parlé d'un paradis à Douzum Lupi, d'un paradis véritablement fait à l'usage du loup, de sa voracité et de sa gourmandise traditionnelle. Mais l'art du langage là de Renard va plus loin parce qu'il ne se contente pas de tenter le loup, mais il va le mettre dans des situations ridicules, lui demander de se confesser. On va voir le loup se mettre à genoux et montrer ses fesses. Et évidemment, il se confesse dans le mauvais sens, etc. Donc, il est ridicule jusqu'au bout. Et Renard se joue de lui de façon utile pour qu'il descende au fond du puits, mais aussi de façon, si j'ose dire, gratuite, pour le simple plaisir de le tromper et de le rabaisser. Le roi, dans plusieurs branches, dit à Renard qu'il lui sert des belles paroles ou des blanches paroles. Il lui dit à un autre moment qu'il connaît les couleurs de la rhétorique, évidemment. Mais on peut dire que les jeux sur le langage, c'est que Renard parle à chacun le langage qu'il attend et qu'on peut dire aussi que Renard s'est créé par le langage ce qui n'existe pas. Il évoque un paradis. Ensuite, Renard s'est caché ce qui existe. Les pièges, etc. Ou alors, en joignant les deux capacités, Renard transforme ce qui existe en autre chose, c'est-à-dire qu'un piège dissimulé et qui lui est en général destiné, il présente cela comme le tombeau d'un saint auquel il fait régulièrement ses dévotions et il demande au chien Ronel, qui est à peu près aussi bête que le loup, de tendre la patte pour faire ses dévotions. Et bien entendu, en tendant la patte, il déclenche la clé qui fait se détendre le piège. Voici Renard qui le salue. Goodbye, dit-il, cher seigneur. Moi, pas savoir parler ton langue. Que Dieu te garde, très cher ami. D'où êtes-vous? De quel pays? Vous n'êtes pas originaire de France, ni d'aucun pays que nous connaissons. Niet, monseigneur, mais de Bretagne. Moi foutre avoir perdu tout ce que j'avais gagné, et moi foutre chercher ma compagnon. Moi foutre pas avoir trouvé quelqu'un pour renseigner moi. Tout le France et tout le Angleterre, j'avoir parcouru pour mon compagnon trouver. Moi avoir demeuré tant dans ce pays que moi connaître tout le France. Maintenant, moi vouloir retourner, moi plus savoir où le chercher, mais moi avant tourner à Paris pour moi finir à apprendre tout le français. Il y a aussi, dans certaines branches, un plaisir de jouer avec les jargons, un peu comme le fera Rabelais. On connaît le célébrissime épisode de l'écolier limousin, mais il y a de la branche de Renard Teinturier, je crois. Et il y a aussi le jargon du chameau, les gars du pape, qui mélangent latin et le... Il y a 3 passages caractéristiques. À la fin de la branche sur le duel qui est prêté à frère Bernard qui vient de Gramont en Limousin, qui était une abbaye très connue. Certains manuscrits remettent ça en francien, mais il y a un jargon vraisemblablement pour faire couleur locale. N'oublions pas que pour le francien du XIIe siècle, le Limousin, c'est le Marseillais de l'époque, même très très largement. Et bien entendu, on trouve des formes limousines, c'est-à-dire que le pêcheur devient le pécador,
Cador, etc. Là où c'est plus caractéristique, c'est Renard teinturier, où il a dissimulé sa forme physique, mais craignant d'être reconnu à sa voix, se fait passer pour un jongleur anglais. Et bien entendu, on y retrouve tous les caractéristiques, ceux qui ne maîtrisent pas la langue, non s'avère point en raison de dire, par exemple, un peu plus loin. Moi s'avère bonne chanson, puis alors il y a on écorche tous les noms connus. Moi s'avère bonne chanson d'Augier, là c'est exact, mais après d'Olivan et de Rollier, c'est-à-dire inversion des syllabes. Et puis alors, le dernier passage, c'est le légat du pape. Alors là, c'est du latin mêlé d'expressions françaises, quare messire me audite. C'est du latin de cuisine mélangé à du français, puis ça continue. Là, il y a une volonté évidente de se moquer du jargon, surtout quand on sait que le légat du pape est un chameau, et que dans certaines branches, on l'appelle musard. C'est-à-dire musard, c'est le benêt qui perd son temps, etc. Donc là, le jeu sur le langage vient ajouter à la dénomination du personnage. Il y a des langages spécifiques dans le roman de Renard. Le langage du droit féodal dans toutes les scènes de jugement, évidemment. Le langage de la liturgie dans les scènes où l'on voit des messes, des confessions, etc. Et puis, il y a à côté des injures que les uns les autres s'envoient de façon très large dans les différentes branches, il y a tout de même certaines branches qui vont verser dans une exaltation de l'érotisme, ou plus exactement de l'exaltation du sexe, de façon plus prononcée. Dans certains manuscrits, on a en particulier une utilisation faussée du verbe être, et on a l'impression, alors c'est peut-être là la critique qui voit plus qu'il ne faut y voir, que sous ce travestissement du verbe être, ou ce mauvais paradigme du verbe être, c'est le verbe foutre qui réapparaît. Et cette exaltation du foutre, on l'a en particulier, en effet, à la fin de la branche 18, lorsque on va prononcer différents sermons au moment de la mort de Renard. À la rime, dans le même couple, on que jour ne vire un œil, prince qui fut de sa vertu, on continue immédiatement par « ceux il a volontiers foutu, l'on en doit tenir pleine compte. Il n'a ou monde roué ne compte, de ce ne suis-je pas en doute, qui n'est foutu ou qui ne foute. Foutre couvient, si comme moi semble, pour ce vous dit à tous ensemble, que foutre n'y est déjà défendu. Pour foutre fut le con fendu. » Donc il y a une sorte de nécessité à accomplir l'acte de nature, puisque précisément le sexe féminin a été fait pour ça. Ce sont des personnages vraiment hybrides qui sont parfois des animaux avec leur comportement animal, parfois des hommes. Et je crois que là-dessus, les expressions, les métaphores, les images, certaines images, métaphores utilisées, prêtent à confusion. Roger Bellon, dans un article, vous parliez par exemple de certains mots comme poil ou pelisse qui sont ambigus à l'époque et qui peuvent s'appliquer à un homme ou à un animal finalement. Oui, et l'expression sauver sa peau, par exemple, qu'on emploie familièrement pour un homme, pour le renard, c'est d'abord au sens concret du terme, parce que renard, par exemple, dans une branche avec le brun, renard est un baron qui parle avec brun, mais dans le même temps, dès que les vilains interviennent, renard est un porteur de fourrure, et lorsque les deux marchands dans la branche sur le vol des poissons le rencontrent, après avoir bien identifié, le premier dit c'est un chien, l'autre dit non, c'est un renard. Et ils expertisent, et un homme habitué à la valeur de l'argent, il donne un prix à cette fourrure. Et là, c'est quelque chose qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'on a totalement perdu le sens, c'est qu'à l'époque, une très belle peau de renard vaut le tiers ou la moitié du prix d'un bœuf de labour. Quelle est la signification de cette ambivalence ? C'est le plaisir de créer un monde imaginaire entre les deux règnes, je pense. Et c'est quelque chose qui est récurrent par toute petite touche. Gabriel Bianciotto l'a étudié à propos du cheval de renard. C'est donc quelque chose qui apparaît
de manière pratiquement systématique dans toutes les branches, de façon plus ou moins appuyée, quand par exemple on voit renard qui commence par aller à quatre pattes et qui tout d'un coup, nous dit-on, pique des deux, c'est-à-dire pique son cheval avec ses éperons pour le faire avancer plus vite. Et il y a des expressions comme ça, toutes faites, qui proviennent de la littérature romanesque ou épique, où on voit un chevalier éperonner son cheval pour partir au galop. Et donc il y a des expressions toutes faites qui sont reprises dans le roman de Renard et qui font naître de façon tout à fait illusoire et très fugitive l'illusion que l'animal, celui qui était représenté comme un animal quelques vers auparavant, tout d'un coup devient un écuyer monté sur un cheval. Donc ça, c'est très marqué pour tout ce qui est du registre des déplacements et des déplacements à cheval. Ils ont des caractéristiques qui les assimilent aux hommes. Par exemple, la tanière de renard ou d'Ysengrin, à certains moments, va être très nettement une tanière, c'est-à-dire un trou dans la terre, celui où Ersan va venir s'engouffrer et où elle va rester coincée parce qu'elle est trop grosse. Et puis, immédiatement après, on va parler du château de Renard. Et il va apparaître comme un véritable seigneur dans un entourage de cour avec sa ménie, c'est-à-dire sa maisonnée, constituée de ses enfants, de sa femme et puis de serviteurs. Et dans certains cas, on a véritablement l'image d'une cour seigneuriale et même d'une cour impériale lorsqu'il s'agit du roi noble. Donc, ils ont des traits tout à fait humains. Cette superposition est une espèce d'indice, de marque du caractère fictif de ce monde et en même temps de sa mutabilité, de sa capacité de passer d'un monde strictement animal à un monde humain par l'intermédiaire de quelques signes comme celui-là. Le nom du héros renard témoigne du succès que les textes qui en parlent ont rencontré pendant tout le Moyen-Âge, un succès donc qui s'est manifesté par ces textes, mais dont on a des preuves aussi bien dans l'iconographie, que ce soit peinture dans des manuscrits, et souvent dans des manuscrits qui ne sont pas des manuscrits renardiens, des manuscrits extérieurs au roman de Renard, ou dans la sculpture des cathédrales, des églises, etc. Le nom du héros a remplacé le nom de l'espèce animale qui, à partir du latin classique vulpes, avait donné en ancien français goupil, alors que renard est un nom patronymique d'origine germanique qui signifie certainement conseiller royal. Renard viendrait donc de Reginhard. Et l'écho donc des textes autour de Renard a été si grand que c'est ce nom propre qui va prendre la place du nom commun et peu à peu éliminer goupil, qui aujourd'hui n'est plus ressenti évidemment que comme un terme vieilli et proprement médiéval. Vous ne savez donc pas que j'ai fait un rêve étrange, près de ce trou-là, à côté de la grange, qui fait que vous me voyez devenue si pâle et que j'ai eu des visions vraiment affreuses. Je vais vous raconter tout ce que j'ai vu en songe, et je ne vous en cacherai rien. Serez-vous en mesure de m'aider de vos conseils ? J'ai rêvé dans mon sommeil que je ne sais quelle bête arrivait avec une pelisse rousse fabriquée d'un seul morceau, sans coup de ciseaux, et qu'elle me faisait la revêtir de force. L'embouchure était faite d'os, toute blanche, mais très dure. Le poil était retourné vers l'extérieur. Cette pelisse ainsi faite, je me la passais par l'encolure, mais je séjournais fort peu de temps à l'intérieur. C'est ainsi que j'avais enfilé la pelisse, mais j'en sortis à reculons. À ce stade de l'opération, j'étais intriguée de voir la queue au-dessus de moi. Je suis arrivée ici complètement désemparée. Pinte, ne vous étonnez pas si mon cœur en frémit et tremble. Mais dites-moi, que vous en semble ? Le songe me tourmente beaucoup. Au nom de la foi que vous me devez, savez-vous quelle est la signification de tout cela ? Renard est toujours à la fois jeune et vieux.
Et c'est la raison, par exemple, pour laquelle, dans la branche dite de la mort de Renard, Renard ne meurt pas, puisque c'est la tombe d'un vilain qui porte le même nom que lui. Et là, on revient au fait que Renard a pris le nom d'un homme. C'est donc cet homme mort qui va passer pour Renard, l'animal mort. Mais Renard n'est jamais mort. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, au moins dans les milieux scolaires ou ici à la radio, on peut le faire revivre une fois de plus. C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, centrée aujourd'hui sur le documentaire de Fanny Capel, Voyage en Renardie. Avec Roger Bellon, Sylvie Lefebvre, Gabriel Bianciotto. Lecture, Madeleine Marion. Prise de son, Bernard Laniel, Philippe Palarès. Mixage, Simone Ronget. Réalisation, Franck Lilin.